Bonjour à tout le monde et bienvenue dans Politicon. Dans le dernier numéro de Politicon, on a pu voir que le régime politique de la démocratie représentative était pensé depuis le XXe siècle d'après un modèle économique et élitiste dans lequel les citoyens sont considérés comme des consommateurs qui choisissent leur élite dirigeante comme s'ils choisissaient des produits dans un supermarché. Je ne vous fais pas trop un dessin, je pense qu'avec l'élection de Trump aux États-Unis et les présidentielles à venir en France, vous voyez plutôt ce que je veux dire. Heureusement, il existe aujourd'hui des modèles alternatifs dans la théorie politique, et je vais vous parler aujourd'hui de celui de la démocratie délibérative. Démocratie délibérative qui a pour ambition de redonner au peuple une véritable légitimité politique. Toutefois, nous verrons que cette théorie prometteuse n'est pas sans avoir subi quelques critiques plutôt pertinentes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce donc que la démocratie délibérative? La démocratie délibérative est donc un modèle théorique qui a pour but de redonner à l'idée de bien commun, de participation active des citoyens, une place à la fois ancienne, au sens de la démocratie en tant que pouvoir du peuple, au sens étymologique donc, et aussi nouvelle par rapport donc aux conceptions élitistes et économiques de la démocratie contemporaine. L'idée fondamentale de la démocratie délibérative est qu'une décision politique est légitime si et seulement si elle est le produit d'une discussion, d'une délibération entre des citoyens considérés comme égaux. L'idée est aussi que l'échange d'arguments raisonnés entre les citoyens peut apporter un gain de rationalité à la prise de décision. En effet, les préférences politiques, les opinions des citoyens peuvent s'affirmer ou au contraire être rejetées par rapport aux arguments qui seront avancés dans la discussion. Par la délibération donc, les citoyens apprennent à argumenter pour justifier publiquement leur opinion. La décision politique tient donc sa légitimité non à partir des préférences et des opinions préalables des individus, qui s'agrègent par le vote dans la démocratie représentative, mais bien par le processus de formation d'une volonté réfléchie et informée, produite par la discussion des citoyens entre eux. On s'en souvient, pour la conception élitiste de la démocratie, les citoyens sont irrationnels et ne sont pas capables de gouverner. Or, avec la démocratie délibérative, ces derniers peuvent rationaliser leurs pensées et adopter un esprit critique et apprendre à argumenter. Le peuple reprend ainsi une place légitime dans la théorie démocratique. La théorie délibérative est née dans les années 80, influencée pour une bonne part par les travaux du philosophe américain John Rawls, dont on a pu étudier les ouvrages Théorie de la justice et libéralisme politique dans le premier épisode de Politicon, mais aussi par les travaux de Jürgen Habermas, un philosophe allemand, dont on a étudié l'ouvrage L'espace public dans le deuxième épisode de Dédicto. Et je vous conseille éventuellement de visionner ces épisodes pour comprendre comment ces deux auteurs ont pu développer une théorie de la démocratie délibérative. Dans son ouvrage Libéralisme politique, Rawls pense que la mise en place d'une raison publique peut rendre légitimes les décisions politiques qui concernent la manière dont la société fonctionne. L'idée de la raison publique est que les citoyens discutent tous entre eux en avançant des arguments en faveur de l'intérêt de tous et non en faveur de leur propre intérêt privé. C'est dans cette perspective que la justification des opinions et des préférences des individus doit être publique. Ainsi, on est plus assuré de parvenir à une décision politique juste pour tous. La justification publique des opinions requiert que les arguments avancés puissent être acceptés par tous, et par conséquent que tout le monde soit traité à égalité. Ainsi, les citoyens s'écoutent entre eux et peuvent se penser à la place des autres. Ils sont donc susceptibles de rejeter leurs préjugés envers autrui, de repenser leur opinion et leurs préférences politiques en prenant en compte la situation des autres. La conception de la démocratie délibérative d'Habermas est un peu différente. Elle trouve sa source dans ses ouvrages antérieurs, centrés sur l'action de communication entre les individus et la fondation de la morale à travers une discussion raisonnée. Au contraire de Rawls, Habermas pense que la délibération doit seulement s'entendre comme une procédure de légitimation des décisions politiques. Alors que chez Rawls, les participants à la discussion sont déjà d'accord sur ce qu'il est raisonnable ou non de traiter, Habermas considère que toute opinion doit pouvoir être avancée si elle est bien argumentée. Par la discussion et la rationalité des arguments, on en viendra de toute façon à des décisions qui plaident en faveur du bien commun. C'est donc la procédure qui compte, et non des bases de départ, qui, comme chez Rawls, défendent déjà une conception de la justice particulière.
Habermas défend donc l'idée que la démocratie délibérative doit reposer sur une conception procédurale de la souveraineté du peuple. La meilleure manière d'éclaircir cette notion de procéduralité, de la légitimité démocratique, est de rappeler la définition qu'en donne le politologue Bernard Nanin dans un article de 1985. Je cite « La décision légitime n'est pas la volonté de tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous. C'est donc le processus de formation des volontés qui confère sa légitimité au résultat, non les volontés déjà formées. » Ainsi, pour Habermas, le peuple qui discute est la source des décisions légitimes. Aucun autre critère que la force des arguments ne peut être utilisé en faveur de telle ou telle norme, que ce soit la norme du bien commun ou pas. Pour comprendre plus précisément la théorie délibérative de Habermas, il faut repartir de la notion d'espace public, notion qui a donc fait l'objet d'un de ses ouvrages paru en 1962, qui s'appelle L'espace public, et que l'on a donc étudié dans le deuxième épisode de Des Dictos. L'espace public est donc, pour résumer, le lieu des discussions entre les individus, qui parlent et argumentent publiquement de thèmes de société. Au XVIIIe siècle, il prend par exemple place dans les cafés, dans les salons et à travers la presse naissante. Dans son livre « Droit et démocratie » qui paraît au début des années 90 et qui formalise la conception de son modèle délibératif, Habermas définit ainsi l'espace public. Il est le socle mouvant, dont les frontières ne sont pas clairement définies, par lequel doivent se dégager les problématiques discutées dans les différentes couches de la société. En tant que sphère de production d'une opinion publique, l'espace public constitue la base fondamentale de la démocratie, et à travers la discussion, de la démocratie délibérative. L'opinion publique est produite par la discussion des citoyens entre eux. L'espace public doit donc être ouvert à tous afin de penser que tous les participants soient égaux. Puisque chacun a la même légitimité à parler, à se faire entendre, il faut considérer que les inégalités doivent être mises entre parenthèses le temps de la discussion. C'est donc en formalisant la délibération de cette manière que les participants à la discussion pourront être considérés comme égaux. En gros, les inégalités existantes dans la société doivent être mises de côté le temps de la discussion. Pour penser donc sa théorie délibérative, Habermas transfère au niveau juridique et constitutionnel ce qu'il a déjà conceptualisé dans sa philosophie morale. Dans l'ouvrage Morale et communication, Habermas dégage deux principes qui fondent la moralité d'une norme, c'est-à-dire, pour le dire rapidement, d'un principe à suivre pour être moral. Habermas dégage donc un premier principe, appelé principe D pour principe de discussion. Le voici. Une norme ne peut prétendre à la validité que si toutes les personnes qui peuvent être concernées sont d'accord, ou pourraient l'être, en tant que participants à une discussion pratique sur la validité de cette norme. Le principe D constitue, selon Habermas, une condition nécessaire pour dire qu'une norme est morale. Avec le principe D, la morale se trouve définitivement ancrée dans la discussion pratique. L'accord sur la validité de la norme doit alors se fonder sur la force du meilleur argument. Il faut établir en ce sens un second principe, qui soit un critère universel permettant de dégager l'argument décisif. Et c'est le principe U, pour principe d'universalisation que je simplifie un peu. Je cite « Toute norme valable doit satisfaire la condition selon laquelle les conséquences qui proviennent du fait que la norme a été universellement observée dans l'intention de satisfaire les intérêts de tout à chacun peuvent être acceptées par toutes les personnes concernées. » Dans son livre « Droit et démocratie », Habermas va en quelque sorte appliquer ces deux principes au domaine politique pour penser la démocratie délibérative. Et je passe assez rapidement sur l'argumentaire complexe d'Habermas qui montre comment cela s'opère, notamment sur l'idée que la démocratie délibérative permet de réconcilier le libéralisme, qui requiert des libertés fondamentales pour les individus, et le républicanisme, qui stipule qu'une personne n'est libre, souvenez-vous Rousseau, que si elle participe à la vie politique. La souveraineté du peuple dans la démocratie délibérative est assurée donc à la fois par des conceptions libérales et républicaines, et c'est ainsi qu'on peut concilier droit et morale. Et si vous voulez approfondir ces points plutôt complexes et difficilement abordables ici, je vous mets des liens vers mon blog en description. C'est bien beau tous ces principes, mais on peut se demander comment la démocratie délibérative peut s'appliquer concrètement. Et comme Rawls et Habermas ne se sont pas trop penchés sur la question, d'autres l'ont fait à leur place. À l'instar des politologues Bruce Ackerman et James Fishkin, qui dans leur article « Deliberation Day », le jour de la délibération, imaginent qu'un jour férié et rémunéré serait mis en place
afin de laisser le temps aux citoyens de discuter. Chaque personne pourrait discuter avec d'autres au sein de petites assemblées de quartier autour des enjeux de l'élection à venir. Cela empêcherait pour Ackerman et Fishkin aux candidats de recourir à des procédés douteux, puisque les électeurs se retrouveraient pour discuter en public des programmes avec attention et réflexion. L'idée est que les citoyens seraient mieux informés par les échanges, que leur opinion serait plus rationnelle, et surtout que tous seraient investis pour des questions qui concernent le bien commun. On vient de le voir dans les grandes lignes, l'idée de démocratie délibérative peut être prometteuse pour amender la démocratie représentative qui est en crise comme on le sait. Et pourtant, ce modèle théorique n'est donc pas sans avoir subi de nombreuses critiques, notamment autour de l'idée que celle-ci ne ferait au final que reproduire des jeux de domination dans la société. Et on va voir pourquoi. La philosophe américaine Nancy Fraser s'est attachée dans son article « Repenser l'espace public » à synthétiser des critiques essentielles à la notion d'espace public telle qu'elle l'avait été d'abord formulée par Habermas au début des années 60. Comme elle le montre, bon nombre d'auteurs, des historiens, des sociologues, ont critiqué l'idéalisation faite de l'espace public bourgeois au XVIIIe siècle. Pensé comme universel et ouvert, différents travaux ont montré que cet espace public n'était ouvert qu'aux dominants, c'est-à-dire aux hommes, aux blancs et aux bourgeois. Mais un espace public qui inclurait en son sein des personnes dominées ne deviendrait pas pour autant légitime. Et ouais. En effet, au sein de l'espace public, de la discussion peut se reproduire des effets de domination sociale qui empêchent la participation des personnes dominées dans la société. Et il ne suffit pas de mettre de manière superficielle entre parenthèses les inégalités pour que la discussion devienne réellement égalitaire. La théoricienne politique américaine Iris Marion Young, dans son article « Communication et altérité au-delà de la démocratie délibérative », explique que la délibération est toujours culturellement biaisée et qu'elle tend à favoriser les individus des groupes dominants. Comme Fraser, elle vise l'hypocrisie de la mise entre parenthèses des inégalités. En effet, le modèle délibératif n'est en rien universel, mais découle de contextes bien particuliers. Des contextes qui sont plutôt masculins, bourgeois, élitistes, exclusifs. La prise de parole est toujours faite sur le mode de l'affirmation et de la confrontation, c'est-à-dire sur un mode, dit Young, culturellement masculin. Young note aussi que les citoyens les plus riches et le plus souvent blancs se considèrent comme plus légitimes pour prendre la parole. Il y a là l'intégration d'un type de comportement social qui reproduit des effets de domination entre les groupes sociaux. Les plus faibles n'osent guère alors s'exprimer dès lors qu'ils ont intégré presque inconsciemment cette position de dominé. Aussi, la délibération favorise par définition une prise de parole dépassionnée, désincarnée. Pour Young, cela tend à ce que l'on considère comme plus objectif et comme plus légitime des discours de ce type, plutôt que des discours dans lesquels interviennent des sentiments ou des émotions. Et on retombe alors dans un élitisme que la démocratie délibérative souhaitait rejeter au départ. C'est pourquoi Young propose de remplacer l'idée de démocratie délibérative par celle de démocratie communicative. Il s'agit de rendre la discussion plus inclusive, par l'acceptation en celle-ci d'autres ordres de discours que ceux des dominants, afin donc de légitimer ceux des dominés. L'extension de la délibération à d'autres modes de communication, comme la salutation, la rhétorique ou le récit, permet de garantir dans une mesure plus large la prise en compte de la pluralité des groupes et des points de vue. Il s'agit entre autres de se saluer pour se reconnaître mutuellement comme des partenaires dans la discussion, d'user de rhétorique pour illustrer son propos par des images fortes et de se situer dans un contexte historique et géographiquement donné. La mise en place du récit dans la discussion permet également de mettre en avant des témoignages qui peuvent mettre le doigt sur des problèmes qui seraient invisibilisés autrement. La théorie de la démocratie délibérative a donc le tort inconscient de se penser possiblement comme neutre et universelle, alors qu'elle est socialement et historiquement située dans un ensemble de normes dominantes et élitistes. Bien loin donc de promouvoir une inclusion politique, une égalité politique, la démocratie délibérative, sans le vouloir, exclut en fait les personnes et les groupes dominés. Et cela se fait à cause, pour le dire rapidement, d'un idéal trop formaliste. Il ne faut pas donc penser une égalité formelle des participants dans la discussion, mais une égalité plus concrète, qui permettrait au jeu de domination sociale d'être minimisé. Ainsi, si la démocratie délibérative vise l'émancipation politique, il faudrait en même temps penser une émancipation sociale et économique. Faut-il encore pour cela comprendre les mécanismes divers de domination pour ne pas retomber dans un formalisme théorique?
N'hésitez pas à discuter, à argumenter, à apporter votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous, à partager la vidéo si elle vous a plu, et bien sûr, à vous abonner. Et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos.